Voilà, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue ou re-bienvenue au Musée de la Main et Michu pour un nouvel épisode dans le cycle de conférences que nous avons organisé depuis quelques mois maintenant autour des différentes facettes touchant à l'intelligence artificielle et à la manière dont elle va peut-être, ou déjà elle affecte nos existences, ou elle continuera à affecter nos existences. Et justement, jusqu'à maintenant, on s'était beaucoup intéressé aux effets de l'intelligence artificielle, sur la manière dont elle pouvait changer un certain nombre de choses dans notre quotidien. Mais peut-être qu'on n'a pas assez exploré, c'était le sens aussi de cette soirée, la manière dont l'intelligence artificielle permet de changer peut-être en profondeur les façons que nous avons de pouvoir interagir avec les objets techniques. Que les objets techniques de notre quotidien, ou les moins quotidiens, sont dotés tout d'un coup de capacités d'interaction avec nous, par la parole, par le geste, par le regard, par différents modes de communication. Et donc ça ouvre une nouvelle perspective, elle n'est pas forcément complètement nouvelle, mais ça donne à cette perspective de l'interaction avec les technologies qui nous entourent de nouvelles perspectives. Et c'est ça que nous aurions envie de pouvoir explorer avec vous ce soir. Et pour explorer cette richesse, on vous propose une double lecture ce soir, une exploration artistique de nos rapports avec ces technologies habitées par l'intelligence artificielle, et ainsi qu'une exploration scientifique, mais aussi pour montrer comment les frontières sont parfois poreuses entre ces approches, comment elles peuvent apprendre l'une de l'autre. C'est aussi quelque chose qu'on a essayé de mettre en avant systématiquement dans nos approches ici au Musée de la Main, c'est de faire communiquer science et art et de montrer comment ensemble ils arrivent à redessiner peut-être justement des territoires à explorer qui sont enrichissants. Alors, pour cela, on va avoir deux intervenants ce soir, une intervenante notamment que je vais avoir le plaisir de présenter maintenant, et avec Justine Hénard, nous avons la chance d'accueillir quelqu'un qui travaille depuis de plusieurs années sur ce rapport entre l'humain et la machine, sur les plasticités du cerveau humain, mais aussi la manière dont elle peut communiquer, interagir avec l'adaptabilité ou les apprentissages de l'intelligence artificielle. Elle a travaillé, et on a des œuvres ici, une œuvre notamment ici au Musée de la Main que vous pouvez voir. Elle a travaillé sur ces synergies à partir de différents médiums, sur l'image, la photographie, la vidéo, la réalité augmentée. Elle fait un travail qui est, elle le dira bien mieux que moi, au croisement des neurosciences, mais aussi de la vie organique et de l'intelligence artificielle. Et cette exploration, elle nous trouvait vraiment avoir sa place dans notre réflexion plus générale sur l'intelligence artificielle. Et notamment, dans cette question du dialogue entre l'humain et la machine, elle explore à travers de nombreuses initiatives. Alors je vais essayer de les énumérer rapidement, non pas en ayant la prétention de pouvoir toutes les identifier, mais montrer à quel point il s'agit aussi d'une conversation globale, mondiale, autour de ces questions-là, et que vous avez, j'allais dire, fait voyager dans différents contextes. Elle est lauréate de la résidence hors mur de l'Institut français en 2017 à Tokyo. Depuis 2016, elle collabore avec de nombreux laboratoires au Japon. Ça a une importance par rapport au thème qui nous intéresse. Son travail a été exposé à la Biennale internationale d'art contemporain de Moscou, dans différents musées tels que le NRV Forum, je ne prononce pas bien, de Düsseldorf, le National Museum of Singapour, le musée de Modern Art de Moscou, l'Institut culturel de Sao Paulo, la Cinémathèque québécoise à Montréal, l'Irish Museum of Modern Art à Dublin, le Mori Art Museum à Tokyo, le MIT Museum of Contemporary Art à Tokyo, le Barbican Center à Londres, le World Museum à Liverpool et la Fondation Pernod Ricard à Paris, ainsi que la Biennale de Karachi au Pakistan. Donc on voit que c'est des œuvres qui ont voyagé, et je pense que ça aussi pour nous c'est quelque chose qui est passionnant, de voir comment des questions que peut-être nous avons appréhendées au prisme de nos spécificités locales, comment elles se rejouent dans des contextes à la fois de recherche scientifique, mais aussi des contextes culturels, comment elles font écho à d'autres perceptions. Et voilà, maintenant j'ai le plaisir de lui laisser la parole pour qu'elle puisse partager avec nous ses multiples expériences, et je la remercie d'avance. Merci. Merci.
Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour l'invitation. Je suis très heureuse d'être ici au musée de la main. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai choisi une image de main, entre les mains humaines et les mains robotiques. Alors je m'appelle Justine Aymar, je suis artiste plasticienne. Je suis française et j'habite à Paris. Mais je travaille plutôt de façon internationale en collaborant avec des laboratoires, des musées, des lieux d'exposition ou en réalisant des résidences à l'étranger. Et je vais vous présenter aujourd'hui ma pratique, essentiellement ma pratique qui est donc une pratique artistique. Donc mon rapport à l'intelligence artificielle, il est plutôt dans la création. Et donc je crée des formes à l'intersection de plusieurs disciplines et champs scientifiques que je mets en scène dans mes œuvres, comme des technologies de perception, d'automatisation, la robotique, l'intelligence artificielle, la vie artificielle et les neurosciences. Et mes installations trouvent leur origine dans cette expérience de l'apprentissage entre l'être humain et la machine, à différents degrés. J'aime cette idée qu'on peut apprendre l'un de l'autre et que l'humain a aussi quelque chose à apprendre de la machine. Et ce qui m'intéresse aussi et ce qui nourrit mon travail, c'est cette question de l'émergence de nouvelles formes de vie. Et donc, comme je disais, je collabore fréquemment avec des laboratoires scientifiques où je développe des processus qui prennent pour origine des captations encéphalographiques, des systèmes de programmation particuliers, des scans en 3 dimensions ou des bases de données élaborées. Et donc là, je vous ai mis une petite mosaïque de plusieurs installations, mais j'ai commencé à travailler avec des dispositifs mêlant art et technologie en 2011, avec une première œuvre en réalité augmentée, Screencatcher. Et voilà, mon travail traverse à la fois le dessin, la sculpture, mais aussi le film et les installations. Et donc ce soir, pour aborder cette thématique de l'intelligence artificielle, j'ai choisi un petit peu 3 axes qui sont l'axe tout d'abord robotique, avec l'œuvre qui est présentée ici au Musée de la Main, Coexistence, et comment j'en suis arrivée à travailler sur cette confrontation entre le logiciel qui anime la machine et le corps robotique. Une deuxième direction, ce sera l'observation d'intelligence collective naturelle avec justement un travail que j'ai fait autour d'un essaim d'abeilles. Et la troisième direction, elle est plutôt autour de... ce qui est intéressant, c'est comment cette question du neurone artificiel et du réseau de neurones artificiels peut être approchée de quelque chose de beaucoup plus neuroscientifique, donc avec un travail qui s'ouvre aussi vers les neurosciences et notamment une collaboration avec des neurologues et des chercheurs autour du cerveau. Donc c'est les 3 directions très diverses que j'ai choisi d'explorer ce soir pour que vous puissiez vous rendre compte aussi de la diversité. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est pas qu'un agent conversationnel avec qui on va discuter tel que ChatGPT, mais il y a énormément de façons de travailler avec et pour les artistes de les intégrer à leurs œuvres et d'expérimenter. Et je crois que c'est toujours important cette notion d'expérimentation, surtout aujourd'hui où c'est un sujet qui déchaîne les foules. Mais pour vous montrer d'où cela est parti, en 2016-2017, j'étais en résidence au Japon grâce à l'Institut français et une résidence japonaise, Tokyo Wonder Site, et j'ai commencé tout un projet photographique autour de la naissance des robots. En fait, ce qui m'intéressait, c'était de voir comment les roboticiens japonais partaient de crânes anciens, de l'anatomie humaine, pour reconstituer des machines qui nous ressemblent. Et ça m'intéressait de replacer ça dans une perspective quasiment anthropologique. Et donc j'ai commencé une série de photographies qui m'a amené de plus en plus à m'investir dans les labos et à pouvoir travailler in situ. Et donc cette série photographique, c'était pour moi une façon de documenter aussi ce travail-là, d'en garder une trace et de parler de la notion d'artefact, à la fois les artefacts du passé qui pourraient être une archéologie d'objets qu'on va reconstituer, construire à partir de pièces qu'on trouve dans le sol. À ce moment-là, j'étais en résidence aussi dans un musée d'archéologie au Japon et j'ai voulu vraiment faire le lien entre les deux. On ne voit pas très bien sur cette image, mais
avec aussi l'idée de construire des artefacts et des objets pour le futur, et notamment la place de la robotique dans la société du futur. Et donc j'ai créé toute cette série photographique qui, de façon étonnante, a été souvent exposée dans des églises, et c'est intéressant parce qu'il y avait aussi une dimension spirituelle, notamment à travers cette série de dessins qui sont des dessins réalisés à partir de plans techniques robotiques que j'ai superposés, que j'ai modifiés pour recréer quasiment des sortes de mandalas. Et c'est des œuvres qui continuent de faire leur chemin dans des endroits qui sont plutôt des églises, des monastères, et aussi ce projet en Allemagne dans une ancienne usine monumentale. Et j'aime bien ce dialogue aussi qu'on peut créer entre les œuvres, l'image et l'environnement. Jusqu'à cette exposition que j'avais réalisée à Hiroshima, qui est une exposition qui a lieu dans tous les bâtiments qui n'ont pas été détruits par la bombe atomique. Et c'est ça qui est intéressant quand on expose son œuvre, comme vous le disiez, partout dans des musées et dans des contextes différents, c'est que l'œuvre va toujours être teintée du contexte. Et là, Hiroshima parlait du corps, parlait de la robotique dans un lieu où des milliers de personnes ont été atomisées. Enfin, ça prend encore une autre dimension. Et ce qui m'intéressait dans ce diptyque photographique en particulier, c'était la façon dont apparaissait la mécanique robotique, mais aussi la machine à air comprimé, qui va en fait envoyer de l'air comprimé dans tous les muscles robotiques des machines et qui va les animer. En fait, ce que je trouvais assez beau, c'est qu'on avait presque une sorte de similitude avec le souffle, comme si on insufflait de la vie dans ces machines. Et c'était intéressant pour moi de montrer à la fois cette enveloppe de peau en silicone qui venait sur l'enveloppe structurelle de la mécanique, mais aussi de montrer l'air qu'il y avait injecté dans ces machines. Et donc dans mon travail, il y a toujours cette question de l'incarnation. En fait, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on construit ces machines et comment on va les animer. Et c'est là que la problématique du software arrive. C'est un petit peu l'idée du ghost in the shell, du fantôme dans la coquille, que j'essaye en fait à chaque fois de mettre en scène dans les œuvres. Et ce qui a changé beaucoup ma perspective, c'était la rencontre avec le professeur Takashi Ikegami de l'université de Tokyo, qui est spécialiste d'un champ qu'on appelle la vie artificielle, qui a été créé en 1986 par Christopher Langdon, et qui est un champ où les chercheurs examinent les systèmes liés à la vie naturelle, les processus et leur évolution, en utilisant des simulations avec des modèles informatiques, robotiques et biochimiques. Et c'était intéressant de réaliser une première expérience avec lui qui était autour de ce double pendule, qui est en fait un pendule mécanique qui va montrer le chaos présent dans la nature. Et c'était assez beau de voir qu'en fait, au bout d'un moment, les mouvements du pendule deviennent complètement chaotiques. Et lui, ce qu'il en dit, c'est que c'est une des façons de montrer la théorie du chaos et les choses qu'on ne peut pas toujours contrôler. Et en fait, c'est aussi une forme d'émergence de l'imprédictible. Et c'est ça qui m'a amenée directement à travailler avec la robotique. Donc la robotique avec une série de 4 œuvres que j'ai réalisées entre 2016 et 2019 qui traitent de cette thématique de l'incarnation. Donc j'ai expérimenté avec les laboratoires, avec les étudiants de l'université. On a travaillé autour de ce robot spécifique qui est devenu un objet frontière et qui a été vraiment au cœur de mon attention pendant plusieurs années. L'idée, c'était d'essayer de dessiner quelle forme de relation on pouvait établir entre une forme de vie biologique, un être humain, et une machine intelligente, et quelle nouvelle harmonie on pouvait inventer entre les humains et non-humains. Et donc, comme je le disais, le phénomène de l'émergence, c'est quelque chose qui est assez central dans ma pratique, et aussi cette dimension de l'apparition de nouvelles altérités.
Donc j'ai travaillé avec ce robot Alter, qui est un robot qui ne bouge pas de manière prédéterminée. En fait, tous les mouvements de son corps sont effectués en temps réel. Il répond à l'humain en face de lui, qui est perçu grâce à des capteurs, et le comportement des choses qui l'environnent se reflète dans les mouvements du robot lui-même. Donc c'est quand même un système qui a été mis en place, qui n'était pas un système de mimique, qui ne voulait pas en fait reproduire le comportement d'un être humain, mais qui voulait laisser rêver la machine pour voir si des choses allaient se dessiner. Donc en fait, il a un générateur de motifs central qui crée un rythme de base cyclique et qui s'écarte progressivement de son motif original. Et donc tout ça, c'est en fait un réseau de neurones qui est recréé sur l'ordinateur. C'est un réseau de neurones assez basique, mais qui va lui faire des mouvements assez proches de la vie. C'est comme ça qu'il le formule dans leurs recherches, et qui va réagir en fonction de ce qu'il perçoit, mais aussi dans une forme de cohérence avec des stimulus auxquels il n'a pas envie de réagir. Donc pour moi, c'était vraiment l'occasion de travailler autour de cette dimension de l'imprédictible et de quelque chose qu'on ne peut pas prévoir puisque la machine n'avait pas de comportement prédéterminé. Et donc j'ai travaillé avec un acteur et danseur japonais, Mirai Moriyama, que j'ai mis en scène dans un protocole similaire à une expérience scientifique et qui crée en fait une interface entre le mouvement de l'être humain et ses données. Et donc la vidéo se concentre sur la communication entre les deux entités, qui n'est pas vraiment structurée, mais avec une interaction par le biais de signaux, et de signaux aussi corporels, puisque ce qui me tenait vraiment à cœur, c'était de remettre le corps au centre de cette interaction, au centre de l'interaction avec l'intelligence du robot, et en ayant aussi cette dimension presque de langage corporel, dansé, parlé. Et donc je vais peut-être pas vous montrer un extrait vidéo parce que l'œuvre est présentée ici, mais c'était intéressant de voir ce qui allait se passer dans cette interaction et de voir comment les deux entités allaient petit à petit se synchroniser, se répondre. Et donc je zappe l'extrait vidéo. Mais ce qui a été intéressant dans ce projet, c'est que ce robot, qui était déjà un robot de seconde main, utilisé pour ses expériences autour de la vie artificielle, n'a pas très bien supporté tout ce qui a été fait, toute la recherche, et sa mécanique s'est brisée. Et moi, ça m'a intéressé, cette mort en fait du robot, puisqu'on a dans tout l'imaginaire véhiculé par la science-fiction toujours cette image d'une machine hyper forte qui va détruire le monde, qui va se retourner contre l'humanité. Et au contraire, moi, j'avais envie de montrer plutôt cette fragilité de la technologie. Et donc, j'ai réalisé une seconde installation vidéo qui s'intitule Soul Shift, qui est en référence à la théorie du mind uploading, qui est cette idée qu'on pourrait transférer un cerveau d'un être humain sur une machine. Mais là, cette fois-ci, c'est tout le logiciel et tout l'apprentissage qui avait été réalisé par le premier robot qui a été transféré sur un deuxième robot, donc Alter 2, qui est cette nouvelle génération de robots qui s'éveille avec l'expérience du premier. Moi, je trouvais ça assez fascinant de voir qu'on pouvait vraiment passer d'une machine à l'autre et il y avait quelque chose d'intéressant dans presque l'étude anthropologique de ces machines. Et c'était aussi un clin d'œil à une philosophie japonaise du Mono no Aware, qui est la sensibilité à l'éphémère et la conscience que les choses sont impermanentes, enfin, cette conscience de l'impermanence qui est assez belle. Et donc c'était intéressant aussi de mettre en scène ces machines, parce que ça a été pas évident de rassembler les deux machines au même endroit, de leur faire avoir une interaction, mais c'était surtout ce moment de l'éveil qui était important. Et puis la nouvelle génération de ces machines est arrivée, donc le robot numéro 3, Alter, et là j'ai pu vraiment créer une interaction entre les deux machines, donc laisser les deux machines créer quelque chose ensemble, de par l'expérience qui s'était transférée du premier robot jusqu'au second, jusqu'au dernier.
Et cette installation Symbiotic Rituals était aussi pour moi une première forme de travail autour de l'intelligence collective et qui est en plus un vrai moment de travail aussi sonore, puisqu'on a aussi mis en scène le son entre les deux machines, avec un écho entre les capteurs de chacune des deux machines et une perception en fait quasiment en neurones miroirs de ce qui se passait. Alors je vais vous montrer un court extrait vidéo de cette installation et après je continuerai sur les questions d'intelligence collective. Donc j'ai choisi cet extrait évidemment pour le rapport à la main et à ce mouvement presque dansé des machines qui m'a intéressée et qui était aussi à ce niveau, c'est-à-dire que par exemple dans Coexistence qui est présenté dans l'exposition, vous avez à des moments des mouvements de doigts qui participent à l'expérience et je trouvais ça assez beau de prendre en compte le corps mais aussi chacune des parties du corps et notamment le mouvement presque verbal de ses mains, enfin non verbal mais qui en dit beaucoup, très signifiant. Et donc comme je disais, cette pièce m'a vraiment ouvert à l'idée de créer à partir de l'observation d'une intelligence collective et j'ai vraiment choisi de travailler un petit peu comme dans le champ de la vie artificielle où on va observer un système qui est déjà présent dans la nature avec ses codes, avec ses motifs, avec ses répétitions, l'observer et essayer ensuite de calculer ou de le... je ne sais pas comment dire en français, mais pour le rendre tangible par la machine, l'interpréter informatiquement. Et j'ai choisi de m'intéresser aux abeilles, qui sont vraiment pour moi les gardiennes de notre écosystème, qui sont dans un équilibre entre ciel et terre, et qui sont toujours convoquées pour penser le présent par les penseurs. Donc j'ai travaillé de façon très empirique en filmant les abeilles, en travaillant avec des capteurs, en récupérant des données en fait dans une ruche. Et grâce à un module d'intelligence artificielle et grâce à un entraînement de la vision de l'ordinateur, en fait, on a pu renseigner la machine, qu'est-ce que c'est qu'une abeille, apprendre à la machine à reconnaître cette abeille, à déduire des vitesses, des apparitions, des disparitions dans l'image, et aussi à pouvoir générer des prédictions. Donc ça a été tout un travail que j'ai réalisé lors d'une résidence au ZKM, au Centre des Arts de Karlsruhe, qui était une invitation à travailler sur cette thématique de l'intelligence artificielle, mais de façon très large. Et donc là, on a passé une semaine à analyser toutes ces données et à générer presque qu'est-ce que serait le futur de cet essaim d'abeilles, donc à reproduire des comportements, reproduire des patterns qu'on avait vus, mais aussi par exemple calculer des vitesses dans le déplacement et essayer de rentrer dans la biomimésie aussi de cet essaim, reproduire son mouvement. Alors quand je dis tout ça, c'est vraiment de façon aussi très empirique et très artistique,
Ça a été intéressant justement de confronter notre vision aux chercheurs qui sont au ZKM, qui recherchent autour du musée intelligent et qui sont plutôt des chercheurs universitaires. Et ce système que nous avons généré a été implémenté dans une installation. Donc l'installation s'intitule Supraorganisme et c'est une installation réactive composée de sculptures en verre qui sont robotisées, animées donc par ce système de machine learning qui va refléter et composer un nouveau mouvement à partir de cet essaim d'abeilles. Et c'est une installation donc, qui est composée de 20 sculptures en verre. Donc on rentre à l'intérieur comme dans un environnement. Et on a tout un système de capteurs qui permet aussi au système d'être conscient de ce qui se passe dans la pièce, conscient du nombre de personnes. Alors c'est pas une installation que je dirais interactive, je dis plutôt qu'elle est réactive parce que pour moi c'est du même ordre que quand on passe devant un essaim d'abeilles. L'entité est consciente qu'il y a des êtres humains, mais elle ne va pas forcément réagir, attaquer. Mais il y a une réaction qui est parfois visible, parfois invisible, qui réagit. Donc c'est toute une installation où on a déterminé en fait des paramètres qui allaient évoluer selon les personnes présentes. Et c'est une installation qui est très aussi visuelle et sonore. En fait, j'ai vraiment tiré parti des propriétés du verre soufflé pour vraiment composer une forme de partition, mais qui est toujours nouvelle parce que générée en temps réel par la machine. Et donc le titre supraorganisme est plutôt abstrait et évoque l'idée d'un organisme vivant. Les abeilles, c'est le point de départ, mais au final, on se retrouve dans une atmosphère et dans une expérience assez singulière qui, en fait, cette entité qui réagit en symbiose. L'idée, c'était vraiment de travailler à partir d'un organisme constitué de centaines d'autres organismes, cette idée presque de structures multiples et en même temps d'entités uniques. Et donc, on a en face de nous ce supraorganisme qui prend vie, qui génère lui-même des nouvelles images, qui projette ses reflets dans le lieu d'exposition. Et je vais vous montrer un petit extrait aussi pour que vous puissiez vous rendre compte de la dimension sonore et de la dimension imprévisible du système. Si on peut mettre un tout petit peu plus fort pour... Merci. Donc là, on a dans cette installation vraiment un système d'intelligence qui va piloter, mais qui devient quasiment invisible. Et peut-être pour rebondir sur l'actualité et sur des choses qui sont aujourd'hui beaucoup plus démocratisées, je voudrais aborder aussi cette thématique de la génération d'images avec l'intelligence artificielle. Et pour ça, je vais vous parler de ce projet Hyperphantasia, qui est la dernière installation que j'ai réalisée. La fantasia, c'est un mot grec qui est qui évoque à la fois l'imagination, l'image et la représentation. Ça évoque aussi une forme d'apparition par la lumière. Et l'hyperphantasia, c'est l'inverse de la fantasia qui est
qui sont les personnes qui ne peuvent pas se représenter d'image mentale. Et donc cette hyperphantasia, c'est une imagination qui est tellement réaliste, qui prend une dimension démesurée, comme si on pouvait imaginer des choses en 4K et au-delà. Et ce qui m'intéressait dans cette idée de génération d'images, d'images et de représentation, c'était de repartir dans un flux de travail autour des origines de l'image. Quelles sont les différentes origines de l'image et comment est-ce qu'on peut les confronter à nos nouvelles technologies aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe si on tire un trait entre 38 000 ans de technologie de l'image depuis les premières traces que nous avons de nos ancêtres jusqu'à aujourd'hui, des systèmes intelligents qui nous permettent de traiter un grand nombre de données et de générer des nouvelles images. Et donc s'il y a plusieurs racines de l'image, notamment ce qui m'intéresse aussi, c'est l'apparition de l'image dans notre cerveau, à la surface du cortex visuel. Et c'est ces deux origines-là de l'image que j'ai voulu travailler et mettre en parallèle dans cette installation. Et donc tout d'abord, je vais parler du cerveau, et plus particulièrement du sommeil. On est dans un contexte ici, on est dans l'hôpital et le sommeil c'est quelque chose qui est beaucoup étudié, notamment les problèmes de sommeil, et c'est un état qui m'intéresse depuis plusieurs années, mais plus particulièrement ce qui m'a préoccupée ces dernières années, c'est comment on dort dans l'espace. Donc comment on dort lorsqu'on part dans la station spatiale. C'est un sujet en fait qui est vraiment travaillé depuis les années 60 lorsqu'on a commencé à envoyer des singes dans l'espace, où on étudiait la vigilance en fait des singes, puisqu'on pensait que en arrivant dans l'espace on s'endormait, qu'on avait une perte de conscience. Et je suis en résidence à l'Observatoire de l'espace du CNES à Paris, qui a travaillé sur une expérience lors de la dernière mission Alpha, qui était l'enregistrement du sommeil d'astronautes dans l'espace lors de leur mission, pour voir ce qui se passe dans leur cerveau et quelle serait la qualité de leur sommeil. Alors c'était une expérience qui était en réalité plus centrée sur l'utilisation d'un outil particulier qui est une sorte de bandeau du sommeil assez facile à mettre en place, et de mesurer l'activité cérébrale. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressée dans tout ça, c'était de travailler à partir des phases de rêve, donc d'aller chercher à 400 km au-dessus de nos têtes, dans le cerveau d'un astronaute, les signaux de ses rêves, et qu'est-ce qui se passe en fait dans ces moments-là, qui est peut-être son dernier espace de liberté lorsqu'on travaille dans l'ISS. Et j'ai collaboré avec Rachel Debs, qui est neurologue au CHU de Toulouse et qui était responsable de l'interprétation de l'expérience de la mission. Et on a élaboré ensemble un répertoire de 23 rêves qui ont été rêvés dans l'espace, d'après différents enregistrements encéphalographiques. Et depuis plusieurs années, j'ai tout un système que je mets en place de matérialisation des rêves, où en fait, grâce à un logiciel d'architecture, je vais pouvoir générer une forme à partir de la donnée brute, et ensuite, grâce à un bras robot, imprimer cette forme en 3D. Donc c'est un projet où je matérialise en fait ces données neuronales et ces rêves sous forme de sculpture en impression 3D. Et donc là, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur une matière transparente pour en fait imprimer ces 23 rêves de l'espace et leur donner une présence physique sur Terre. Et la deuxième origine de l'image à partir de laquelle je voulais travailler, après celle des rêves, c'était l'origine des images dans notre humanité. Et plus particulièrement, j'ai collaboré avec la conservation de la grotte Chauvet, qui a été découverte dans le sud de l'Ardèche en 1994. Je ne sais pas si vous connaissez cette grotte, mais c'est une grotte qui contient des milliers de peintures et de gravures pariétales. Et son portail s'est effondré, donc tout l'écosystème a été préservé. Et c'est devenu une capsule temporelle où on a retrouvé des milliers de peintures et de sculptures. Pour un comparatif, Lascaux, donc en fait ces peintures ont été datées d'il y a 36 000 ans, alors que Lascaux, par exemple, c'est 17 000 ans. Donc elles sont beaucoup plus anciennes, et ça m'intéressait de revenir à presque l'origine de la première fois où un être humain a illustré une image de son cerveau sur la paroi de la grotte.
Et donc j'ai collaboré avec la conservation de la grotte pour créer un processus de travail qui m'a permis en fait d'accéder à une base de données d'images photographiques de la grotte qui était un mapping de la grotte carré par carré. Et j'ai nourri un réseau de neurones avec différents corpus d'images pour essayer de voir quelles seraient des alternatives et des nouvelles images de la préhistoire. J'ai aussi travaillé donc avec Jean-Michel Geneste, qui est ancien conservateur de Lascaux et Chauvet, grand spécialiste de la préhistoire, qui m'a orientée dans le choix des images que j'allais effectuer pour dessiner en fait un scénario, dessiner un film qui se génère tout au long de l'installation et qui met en scène ces espaces latents avec différents corpus. Donc on part vraiment de griffures sur le mur, de dessins tracés au doigt dans la glaise jusqu'au premier trait de charbon. Et puis on a ces immenses panneaux caractéristiques de la grotte Chauvet qui sont en fait une sorte de décomposition de l'image quasi graphique et qui est presque à l'origine du cinéma. Et avec cette paroi vidéographique où s'anime une nouvelle préhistoire, donc une sorte d'alternative. Et quand je disais que ma volonté était de connecter 38 000 ans de technologie de l'image, c'était vraiment de repartir de ces premières images pour générer quelque chose aujourd'hui avec les technologies à notre disposition et avec tout ce corpus que j'ai mis en scène. Et je vais finir en vous montrant un extrait vidéo, mais juste un petit clin d'œil au fait qu'on est dans un milieu hospitalier. En fait, il me manquait quelque chose dans cette installation, de travailler avec des images, avec des signaux du cerveau. En fait, je trouvais qu'il manquait un petit peu de données organiques. Et j'ai été invitée par une neurochirurgienne de la Pitié-Salpêtrière à Paris lors d'une opération du cerveau pour enregistrer le bruit des neurones. Et je ne sais pas si vous avez déjà écouté le bruit des neurones, mais c'est un bruit qui est assez beau, que moi j'ai vraiment associé au crépitement d'un feu. Et donc j'ai été invitée à réaliser cet enregistrement donc pendant qu'elle posait en fait une électrode profonde, donc vraiment au niveau des ganglions de la base, donc de tout l'endroit où se gère notre subconscient, toutes les actions qu'on a appris et qui font partie, donc, par exemple quand on a appris à faire du vélo. Et j'ai reconstitué toute l'ambiance sonore de la grotte artificiellement à partir du bruit des neurones. Et je finirai sur ça, je vais vous montrer un court extrait vidéo qui met en scène donc ces rêves de l'espace et la génération de la grotte où on voit sa géomorphologie et ses peintures qui évoluent sous les yeux du spectateur. Et avec ce son qui est assez puissant, qu'on a beaucoup retravaillé, mais qui nous plonge aussi dans une atmosphère particulière. Et je vous remercie pour votre attention.